Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Aujourd'hui nous allons faire un rapido. Je vais en faire assez souvent des rapidos parce que ça permet comme ça de voir un petit peu l'actualité du moment et de voir un petit peu ensemble de quoi il retourne en réalité de ce que l'on parfois on nous présente dans un certain angle, tout en oubliant d'ailleurs de nous préciser certains autres détails qui en général ont cet avantage de nous donner une perception un petit peu différente dans notre analyse de la chose. Je voudrais d'abord réagir sur ce qu'a dit ce monsieur que vous connaissez peut-être parce qu'il passe assez régulièrement à la télévision, qui est Laurent Alexandre, qui dans l'émission de Morandini sur CNews a parlé d'obligation de vaccin, c'est-à-dire rendre le vaccin obligatoire dans le cadre d'un vaccin anti-Covid qui serait mis en place peut-être à partir du mois de janvier-février. Sauf qu'à un moment donné, Jean-Marc Morandini, le présentateur, s'est un peu étonné de cette affirmation, tout simplement parce que pour l'instant les vaccins, on n'a pas un seul vaccin pour l'instant qui a su démontrer son efficacité, c'est-à-dire que les vaccins pour l'instant sont encore en phase de test. Et comme vous le savez, en règle générale, les tests cliniques de vaccins, ça s'étale généralement sur minimum 6 mois, voire plus. Or, Laurent Alexandre a carrément dit, oui, mais on peut en effet imaginer de rendre obligatoire, par exemple, pour les personnes âgées. Et il a eu ce propos un petit peu, en disant ça évidemment, Morandini lui a dit, moi personnellement, le vaccin, hors de question que je me fasse vacciner, et même si on rend le vaccin obligatoire pour les personnes âgées, moi il est hors de question que mes parents se fassent vacciner, etc. Et Laurent Alexandre lâche à un moment donné quelque chose qui me paraît très important, que certains médias d'ailleurs ont relevé, mais moi vous allez voir où je vais en venir. Il a dit, oui, mais même si c'est rendre obligatoire le vaccin pour les personnes âgées, parce qu'eux ont une espérance de vie résiduelle. Et il justifie son propos en disant, oui, je sais, c'est un peu brut de décoffrage, c'est une réalité dure, mais c'est vrai. Et en effet, il a raison. Si on réagit dans une conjoncture d'urgence, une conjoncture dans un esprit de masse, c'est-à-dire, au lieu d'attendre 6 mois, au lieu d'attendre 1 an, autant vacciner les gens, mais autant vacciner les gens dont l'espérance de vie est réduite. Comme ça, on peut déjà jauger, voir l'état des risques. C'est-à-dire que Laurent Alexandre justifie de rendre obligatoire le vaccin pour les personnes âgées. Sous-entendu, on va tester le vaccin sur eux, comme ça, si jamais il y a des morts, c'est pas grave, puisque ce sont des personnes âgées, ils ont déjà eu leur vie. Voilà ce que ça veut dire. Alors, en effet, humainement, c'est quand même c'est un propos brutal, qui est difficile à accepter. Mais là où je veux en venir, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, Laurent Alexandre légitime son point de vue par rapport au vaccin, pour tester le vaccin, pour rendre obligatoire le vaccin sur des personnes âgées, voire faire le sacrifice, finalement. Faire le sacrifice, c'est-à-dire prendre le risque que peut-être des personnes âgées meurent de ce vaccin. Donc l'admet dans son propos. Mais finalement, le refuse à Didier Raoult. Parce que Didier Raoult, finalement, dans l'urgence, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il a eu la possibilité d'avoir accès à des résultats de tests, à des résultats cliniques chinois sur l'hydroxychloroquine. Il a continué ses recherches dans ce sens. Et à un moment donné, dans l'urgence, il a dit, on essaye, on voit ce que ça donne. Il a fait des tests, alors évidemment il a fait des tests, mais on lui reproche de ne pas avoir suivi certains protocoles, comme les tests à l'aveugle, ou des trucs comme ça, ou je ne sais plus le terme qui détermine justement d'avoir les différents groupes aveugles, je crois que c'est ça. Mais en réalité, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que Didier Raoult, eh bien, a la possibilité de mettre en pratique un traitement avec peut-être en effet un risque,
pour certaines pathologies, et il s'est avéré qu'en effet, il a pu déterminer qu'il y avait certains risques sur certaines pathologies, ce qui lui a toujours donné l'autorisation de dire, en tant que professionnel, l'hydroxychloroquine fonctionne à partir du moment où on détecte et qu'on n'attend pas le dernier moment, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que la personne soit vraiment malade, qu'elle finisse en réa avec une assistance respiratoire. Là, en effet, l'hydroxychloroquine n'a pas grande utilité, mais elle a une utilité à partir du moment où on traite les patients en amont. Hein. Donc, il a pu déterminer un diagnostic. Et grâce à ce diagnostic, il a pu soigner. Mais la méthodologie qu'il a utilisée dans l'urgence, on lui reproche ça. Par contre, Laurent Alexandre, lui, ça ne lui pose aucun problème éthique de l'admettre pour balancer un vaccin sur le marché. Vous voyez un petit peu le truc, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que ces gens sont tellement paniques de ne pas réussir à imposer par l'intermédiaire des États, par l'intermédiaire des organismes de santé, des vaccins qui derrière leur sont poussés au cul par des laboratoires privés. Parce qu'en face, y a un monsieur qui s'appelle professeur Didier Raoult, qui, dans son université de Marseille, a mis en place un protocole de traitement à base d'hydroxychloroquine qui ne coûte même pas plus de 2 euros ou 5 euros le médicament. Eh ben non, ça continue. Ça continue. On a 200 médecins en France qui ont signé une pétition contre cette psychose, contre ce plan, cette organisation qui est en train de se mettre en place pour des raisons sanitaires. Le problème, c'est que aujourd'hui, oui, les gens vont être contaminés. Oui, il va y avoir des clusters. Oui, il va y avoir plus de gens qui vont être contaminés, qui vont être testés, qui vont être positifs. Mais c'est normal. Alors en effet, c'est pas normal, dans le sens où, étant donné qu'on n'a pas de vaccin, autant évidemment protéger les personnes sensibles, protéger les personnes faibles, les personnes sensibles à des pathologies fragiles qui peuvent en effet avoir des aggravations à cause du Covid. Donc portez le masque en intérieur, portez le masque si vous êtes dans des lieux clos où il y a des distanciations qui sont limites, et surtout, se laver régulièrement les mains. En respectant ces consignes-là, on minimise les risques. Mais là, ce qu'est en train de faire l'État, c'est mettre sous cloche le peuple français. C'est-à-dire que là, ce qui va être mis en place, parce que là, ils vont continuer, parce qu'évidemment, ça va continuer les personnes positives vont continuer à augmenter, les cas positifs. Sauf qu'ils se reposent sur les cas positifs pour inquiéter, pour faire peur, pour instaurer une psychose et légitimer toujours plus de totalitarisme sanitaire, alors qu'en réalité, quand on voit les hospitalisations et les décès, on reste sur des taux tout à fait acceptables. On vous annonce 4000, 5000 cas positifs, et on vous dit, oui, mais 80 hospitalisations en plus. 80 hospitalisations en plus par rapport à 5000 cas détectés. On serait sur du 500 ou du 600 hospitalisés pour 5000, là encore, je veux bien qu'on panique. Mais 80 sur 5000 hein. J'essaierai de vous mettre le lien du site du service de santé pour que vous puissiez constater par vous-même des chiffres et vous rendre compte. Vous rendre compte que oui, de toute façon, le Covid va continuer à augmenter. Deuxième vague, ou pas deuxième vague. Le problème, et ça c'est assez étrange d'ailleurs, que certains médecins, soi-disant des professionnels, ne parlent pas du fait que peut-être le Covid aujourd'hui a muté, mais a muté dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons attraper le Covid, mais si nous avons une plus ou moins bonne santé, si nous n'avons pas des pathologies fragiles, ou même si à un moment donné nous commençons à avoir des signes, dans ce cas-là, on va à l'hôpital, on va se faire traiter. Malheureusement, selon l'hôpital où vous allez peut-être avoir bénéfice de pouvoir être traité à l'hydroxychloroquine avec du Plaquenil, ou pas.
Malheureusement, voilà, ça c'est pareil. Quand on aura dans 2-3 ans un recul suffisant et que peut-être des familles voudront savoir pourquoi leurs parents, leurs oncles, tantes, grand-mères, etc. sont décédés quand elles ont été à l'hôpital, parce que peut-être elles n'ont pas été traitées, ou elles ont été traitées avec ce qu'il ne fallait pas. Donc leur cas s'est aggravé, elles sont décédées. Peut-être que ces personnes, si elles avaient été traitées avec l'hydroxychloroquine, peut-être qu'elles auraient été encore vivantes. Mais ça sera dans 2-3 ans, on aura déjà suffisamment de recul pour savoir. Mais comme d'ailleurs, de toute façon en France, ils se sont votés des lois pour se protéger, responsables mais pas coupables, donc allez, c'est open bar. Là, c'est carrément open bar. Ils vont continuer leur délire au détriment de la réelle responsabilité de santé publique qu'ils ont. Donc aujourd'hui, je le dis très clairement, si vous voulez demain qu'il y ait des responsables qui soient mis devant les tribunaux pour des décisions qui ont provoqué des décès dans la population française, parce que collusion, lobbying avec les laboratoires pharmaceutiques privés, il n'y a qu'une révolution qui pourra le faire. Aujourd'hui, légalement, par la justice, ça n'apportera rien, ça ne mènera nulle part. Parce qu'ils se sont protégés. Ils se sont votés leur petit toit pour se protéger le cul. Donc le peuple, aujourd'hui, est en short, pour ne pas dire à poil, devant ces gens. C'est-à-dire que la justice ne pourra rien faire. À moins d'une révolution, et qu'une fois que cette révolution, on instaure, on abroge ces lois, et on met ces gens en face de leurs responsabilités, mais dans l'état actuel, n'espérez absolument rien de la justice pour mettre toutes ces personnes, tous ces responsables aujourd'hui, en face d'un tribunal. Que les choses soient claires. Donc, voilà, le Covid, on va suivre. Ici aux États-Unis, on a de la chance, parce qu'il y a toujours les petits conflits d'intérêts politiques, etc. Il y a une pression, évidemment, de la part des lobbies pharmaceutiques, mais on n'est pas dans des situations aujourd'hui de reconfinement. Ils ont amélioré quand même la réglementation pour obliger la port du masque dans les magasins ou dans certains endroits, etc. Mais l'activité économique reprend petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a, avec toutes les conséquences que ça implique, évidemment, sur le terrain, en temps réel, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'on soit bien clair sur la question. Mais il n'y a pas, on utilise en effet le Covid pour essayer de faire peur aux gens et puis à terme essayer de leur faire accepter de se faire vacciner avec n'importe quoi, mais on n'est pas à des niveaux comme ce qui est en train de se produire en France. Là en France c'est très très grave. Je veux dire, là même les conséquences économiques indirectes, parce que là, de toute façon, ce que j'appelle les conséquences économiques indirectes, c'est-à-dire que même si les établissements, les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres, les commerçants, les centres commerciaux ont réouvert avec tout un processus sanitaire, etc. défini, le problème c'est que, à force de mettre de la psychose dans la population, les gens ne vont pas se déplacer. Les gens ne vont pas aller au cinéma. S'il y a eu peur de Covid, les gens ne vont pas aller se jeter dans la gueule du loup. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, les conséquences vont être forcément économiques. C'est qu'il y aura moins de gens dans les magasins, il y aura moins de gens dans les bars, il y aura moins de gens dans les restaurants, il y aura moins de gens au cinéma. C'est vraiment le chat qui se mord la queue, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. Mais maintenant, est-ce que ça ne sert pas justement à l'intérêt de Macron et toute sa clique d'essayer de mettre la France sous cloche pour éviter les contestations? Parce que là, ça va y aller de toute façon. Et même là, donc samedi dernier, c'était le 12 septembre, donc c'était la reprise des manifestations des Gilets jaunes, qui d'ailleurs... Bon, en effet, sur Internet, on lit plein de choses. Rodriguez s'est expliqué par rapport au tweet qu'il a fait en traitant les flics de nazis. Le problème, c'est que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça devient parfois un petit peu un n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui disent oui, ça a été un succès. Il y a des gens qui se sont mobilisés. En effet, il y a des Français qui se sont déplacés, qui sont allés dans la rue, qui ont manifesté en nombre. Soyons honnêtes. Le problème, c'est que ça fait quand même depuis plus d'1 an, et ça va faire 2 ans bientôt, au mois de novembre prochain, que les Gilets jaunes sont dans la rue. Pour quel résultat? Pot de balle.
C'est-à-dire que, moi je suis désolé, je veux bien soutenir les Gilets jaunes, mais il y a un moment donné où il faut être réaliste. Et la réalité, c'est quoi? C'est que, les Gilets jaunes, vous allez de toute façon de plus en plus infiltrés par des intérêts politiques, qui plus est infiltrés par l'ultra-gauche, par les anarchistes, et par les antifas, et par les Black Blocs. De toute façon, maintenant, toutes les manifestations qui seront plus particulièrement dans les grandes villes organisées par les Gilets jaunes, ça va être ça. Ça va être, de toute façon, ça va être le brun. Même si massivement, majoritairement, les manifestations se passent de façon pacifique, malheureusement, il y aura toujours des échauffourées. Il y aura toujours des gens qui seront là pour casser, pour perturber. Donc il y a un moment donné où manifester c'est bien, montrer, exprimer la colère, le mécontentement c'est bien, mais il arrive un moment où il faut bien admettre qu'il va falloir passer à l'étape du dessus. Parce que de toute façon, aujourd'hui, soyons clairs, Macron, le paysage politique français, l'élite française, c'est cause toujours. Voilà, ils n'en ont rien à branler, ils n'en ont rien à foutre de ce que les Français disent dans la rue. On envoie les flics, on castagne, etc. On a fait la politique de la terreur en éborgnant, massacrant un certain nombre de gens à coups de matraque, etc. On a fait des arrestations en masse. Il y a plein de gens qui vont passer devant les tribunaux, qui vont être condamnés à des lourdes peines. Lourdes peines parce que ce sont des gens qui déjà sont affaiblis socialement. Donc on va les foutre encore plus dans la merde. On punit, voilà, on punit le pauvre bougre, on punit le gueux qui a osé se manifester ou manifester contre la noblesse. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va se poser si finalement la révolution de 1789, elle n'a pas servi à grand-chose, parce que quand on voit un petit peu l'histoire, pour ceux, on va pas revenir dessus, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour bien prendre conscience un petit peu de la réalité de ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie et la République, même si en effet il y a des valeurs, il y a des principes qui ont été instaurés grâce à la Révolution française, grâce à l'ère des Lumières, de la pensée libre, etc. S'il y a eu des progrès, là-dessus on va pas contester, mais malheureusement sur ces progrès, certains les ont modelés à leur image pour de telle manière à ce que éviter finalement que se produise la base même de ce que la Révolution aurait dû amener à un moment donné. Mais bon, ça c'est une autre thématique. Oui, je parlais des Gilets jaunes, donc à un moment donné, je pense que la contestation, la protestation, manifester, exprimer un mécontentement, c'est une phase. Aujourd'hui, on est passé au-delà de cette phase. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer à manifester dans la rue, mais vous n'allez pas pouvoir faire ça pendant ad vitam aeternam. Je dirais, il y a un moment donné où il va falloir passer à l'étape du dessus. Et l'étape du dessus, révolution. Révolution, prise du pouvoir, reprise du pouvoir, reprise de la liberté de la République vis-à-vis de l'Union européenne. Ça, je pense qu'à mon avis, tout le monde peut être plus ou moins d'accord sur ce fait que de toute façon, la France ne pourra pas sortir de l'ornière si elle ne sort pas de l'Union européenne. Ça, là-dessus, qu'on soit très clair. Alors j'entends de loin, évidemment, c'est toujours le même discours, oui, mais vous rendez-vous compte, l'Europe, c'est la paix. Non, c'est pas la paix, c'est la guerre, l'Europe. On n'a jamais été impliqué autant, depuis que l'Union européenne existe, dans des conflits, dans des guerres, dans des manipulations, dans des influences. La preuve, c'est que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Biélorussie? On a les pieds dedans, qu'on soit bien clair. On a les pieds dedans en Ukraine. Donc, qu'on arrête avec ce discours, l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe c'est la guerre. Pas la guerre, en effet, dans les pays européens, quoique, mais on fait la guerre quand même ailleurs, où on la provoque, on l'alimente, on la motive, on la soutient. On a soutenu la guerre en Syrie. Donc l'Union européenne, c'est la guerre, c'est pas la paix. Et de ce fait, c'est une entité de toute façon qui aujourd'hui a montré son vrai visage. Alors pareil, je sais que l'un d'entre vous m'a proposé de faire une vidéo sur l'Union européenne pour expliquer un petit peu, etc. C'est en effet une très bonne idée, ça permettrait peut-être à des gens d'avoir une certaine maîtrise de beaucoup d'éléments sur ce qu'est réellement, finalement, cette Union européenne. Ce fameux machin, comme disait le général de Gaulle.
Donc en effet, voilà, moi, ma pensée, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que si les Français, vous voulez retrouver la liberté, si vous voulez retrouver le respect des institutions, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est une révolution. La révolution, ça peut prendre différents aspects. Hein. J'ai fait une vidéo. Hein. Je vous invite à aller voir cette vidéo où je crois que le titre c'était Parlons Révolution, Pensons Révolution. Donc je vous invite à aller la voir pour voir un petit peu ce que j'en pense d'une façon générale. Donc voilà en ce qui concerne, donc je vous ai parlé de Covid avec Laurent Alexandre, je vous ai parlé des manifestations du retour des Gilets jaunes, qui finalement, pour moi aujourd'hui, ce n'est plus très productif. Ça peut être productif en effet sur le fait de constater que proportionnellement, encore il y a beaucoup de gens qui soit participent ou soutiennent le mouvement. Ça permet d'avoir une vision sur la proportion de Français qui participent ou soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, après c'est une question de prendre conscience qu'il y a un moment donné, il va falloir passer à l'étape supérieure. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur alors quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Je veux parler de Pierre Uramic, le nouveau maire de Bordeaux, avec sa nouvelle lubie, où il a annoncé officiellement qu'il n'y aurait pas d'arbre de Noël à Bordeaux au Noël prochain, tout simplement parce qu'un arbre de Noël, pour lui, c'est un arbre mort. Quelqu'un pourrait-il lui dire, sur cette image, sur quoi il est assis ? Non mais, comme le disait d'ailleurs Pascal Praud dans son émission sur CNews, jamais je pense que dans politique, en effet, on est arrivé à un niveau de connerie. Alors, est-ce que c'est une exclusivité des écologistes ? Je ne pense pas. De toute façon, moi je vais vous dire sincèrement, les écologistes que l'on voit à la télévision, les politiciens écolos, les ELF, etc., ce sont des écologistes de salon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, même n'ont à la limite pas d'idéologie proprement dit par rapport à l'écologie, ce sont des gens qui sont là pour vendre. C'est des VRP, si vous voulez. C'est des VRP qui sont là pour nous vendre des projets, pour nous vendre des méthodes, pour nous vendre des politiques écologiques, mais qui en réalité n'en sont pas. Ce sont des politiques qui en fait proposent, instaurent, voire imposent des procédés ou des marchés sur lesquels des entreprises, finalement, de façon indirecte, sont en réalité beaucoup plus polluantes que ne prétendent vouloir essayer de sauver la planète. Je prends l'exemple de ce qui se passe à Paris, par exemple, avec Madame Hidalgo, qui a autorisé, alors je ne sais plus si c'est dans quel arrondissement, mais ils ont installé des pissotières écolos, c'est-à-dire des pissotières qui fonctionnent avec des systèmes alimentés par énergie solaire. Sauf que le problème, c'est que l'énergie solaire, c'est bien de mettre les pissotières de façon à pouvoir capter au mieux la lumière du soleil quand il y a du soleil, parce que même quand il y a des nuages, ça peut fonctionner, mais évidemment, le taux de charge des batteries est beaucoup moindre, sauf qu'ils les avaient placés, je crois, je ne sais plus à côté de quel pont. Enfin, le problème, c'est que les pissotières, les batteries ne se chargeaient pas suffisamment, donc le système se mettait en off, c'est-à-dire s'arrêter, sauf que les gens continuaient à pisser dedans, et au bout d'un moment, ça commençait à déborder. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est en fait des projets qui ont été vendus à des municipalités parce que certainement c'est le copain du cousin, de l'oncle, de la tante, de machin, etc. C'est génial et tout. Et vas-y, je te donne une subvention, et vas-y que je t'installe le truc. Sauf que le truc, 1, n'est pas pensé intelligemment, 2, n'est pas placé au bon endroit, 3, on se rend compte qu'au bout d'un moment, l'étude préliminaire de ce projet a complètement oublié des détails pourtant importants. Donc ce qui prouve que malheureusement, on a filé de l'argent, on a payé des cents et des mille des gens qui ont
ont fait des tonnes d'études pour nous pondre un truc qui ne fonctionne pas, ou qui n'est pas adapté, ou qui n'a pas été réfléchi ou pensé intelligemment. Donc vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que dans toutes les villes, on a vu des trucs complètement idiots, mais qui servent l'intérêt de dire, oui, on fait de l'écologie, on protège l'environnement, oui, mais on ne vous demande pas de faire des conneries non plus, qui aggravent non seulement les comptes des collectivités locales, mais en plus de ça, qui de toute façon vont doubler la facture, parce qu'il y a un moment donné où il va falloir réparer les conneries de ceux qui n'ont pas pensé. Hein. Donc pour revenir à M. Urmic et ses fameux arbres, il faudrait lui expliquer que dans son bureau, il y a un bureau apparemment chêne massif, que c'est un arbre mort. Mais alors le pire, c'est quand monsieur commence à dire je vais faire une charte sur les arbres morts, etc. Enfin, comme disait donc justement Pascal Praud, mais jusqu'où on va aller à un degré de connerie. Nous avons aussi le maire de Lyon, M. Grégory Doucet, qui a refusé d'aller à une cérémonie traditionnelle de la ville, parce que sous prétexte, parce que c'est une cérémonie liée au catholicisme, une tradition catholique. Par contre, le monsieur va poser une pierre d'une mosquée. Donc il y a un moment donné, il faut être cohérent. Hein, évidemment, il a critiqué le Tour de France. Le Tour de France comme étant trop populaire, trop machiste. Et puis en plus de ça, étant émetteur de CO2. D'ailleurs, dans l'émission de CNews, c'est M. Geoffrin qui a dit oui, mais c'est vrai, ça émet du CO2. Ça émet beaucoup de CO2. J'ai envie de dire à M. Geoffrin, je dis, dans ce cas-là, arrêtez toutes les activités. Arrêtez tous les événementiels, les matchs de foot, les matchs de rugby, les concerts, les salles de spectacle, les cinémas, parce que ça déplace massivement des gens, donc, qui déplacent en voiture, en transport en commun, donc c'est émetteur aussi de CO2. Hein, donc j'invite M. Geoffrin à un moment donné à réfléchir avant de dire une connerie lui aussi. Hein, parce que le Tour de France est un événementiel qui fait quand même tourner une économie. La preuve, c'est que cette année, on a réussi quand même à le sauver pour qu'il ait lieu, parce que derrière, il y a quand même beaucoup d'enjeux économiques. Mais je pense qu'à mon avis, Monsieur Doucet, enfin, c'est Doucet, pardon. Monsieur Doucet à Lyon sert en fait la sauce de son petit électorat bobo bourgeois qui trouve que le Tour de France c'est trop populaire. Donc ça rajoute encore une fois de plus à ce conflit culturel, on va dire, interne à la société, c'est-à-dire c'est un conflit de classe, hein, plus proprement parlé, sauf qu'il y a un moment donné où la classe, ceux qui commencent à vouloir être influents, à vouloir décider au nom de tous, en fait ne représentent qu'un ersatz de la population, ne représentent qu'une minorité, ils ne représentent qu'eux-mêmes finalement. Vous savez, c'est un peu comme toutes ces associations qu'on voit dans les télévisions, qui ont toujours un mot à dire pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc. En réalité, ces organisations, ces associations ne représentent qu'elles-mêmes. Elles ne représentent pas leur communauté. Au contraire, elles en font parfois plus de mal qu'autre chose. Mais voilà, parce que ça rentre bien dans l'idéologie, ça rentre bien dans les cases du clientélisme politique, etc. Les écologistes aujourd'hui, les Verts, oui c'est ça, les EELV, aujourd'hui font la démonstration que en fait, ils ne sont pas du tout compétents pour gérer des villes, surtout des villes assez importantes comme ça. C'est-à-dire que si ça continue, ces gens vont saborder ces villes. C'est-à-dire qu'ils vont les saborder économiquement, ils vont les saborder touristiquement, ils vont les saborder socialement. Parce que pareil, hein, c'est pas les écologistes qui vont s'atteler à résoudre les problèmes d'insécurité. Hein. Ça, je pense qu'à mon avis, ça va continuer à augmenter. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, si vous avez des gens qui vivent dans ces villes-là, mais qui en ont marre, parce qu'ils ne peuvent plus sortir, parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'ils ont des maires écologistes qui leur suppriment certains avantages, certaines traditions, certaines festivités, parce que ça émet du CO2, il y a un moment donné, les gens vont se barrer. Ils vont aller ailleurs. Hein, en plus, s'ils sont dans des situations sociales où ils ont un boulot de merde, mais qu'ils peuvent trouver un boulot de meilleure qualité dans une petite ville de province, moins importante, mais peut-être avec un salaire équivaut, mais avec un coût de la vie un peu moins cher,
c'est ce qui risque d'arriver. Et donc, après, on va pleurer parce qu'il y a une désertification au niveau des centres-villes. C'est déjà le cas à Paris. À Paris, aujourd'hui, il y en a certains qui commencent déjà à pleurer. Alors, ils maintiennent virtuellement, artificiellement le niveau immobilier parce que il y a tellement d'investissements qui sont faits sur la pierre aujourd'hui, de la part de banques, de la part de sociétés d'investissement, etc., qu'ils ne peuvent pas répercuter, je dirais, la loi du marché par rapport à l'offre et la demande, mais aujourd'hui ils se rendent compte qu'en matière de location, ça commence à stagner. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens qui se disent pourquoi se faire chier à vivre dans une capitale où tu passes 2 heures tous les matins et tous les soirs pour rentrer chez toi, où tu es soumis à la pollution, tu es soumis à l'agressivité des gens, pour un salaire de misère et tu ne peux pas avoir plus de loisirs parce que la vie est trop chère dans Paris. Autant aller vivre dans une petite ville de province, et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, il commence à y avoir beaucoup de gens de la classe moyenne, petite classe moyenne, classe ouvrière, etc., qui aujourd'hui se rendent compte que, alors plus particulièrement ceux qui travaillent dans les entreprises, qui aujourd'hui travaillent en télétravail, ils se rendent compte que finalement le télétravail, je précise, de toute façon toutes les entreprises américaines ont donné le mot d'ordre à leurs salariés qu'ils vont rester en télétravail jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai une information sur le fait que certaines entreprises sont même en train de faire le bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez plein d'entreprises qui sont en train de dire à leurs employés, de toute façon, vous inquiétez pas, vous restez à travailler chez vous en télétravail jusqu'à la fin de l'année. Parce que certainement qu'ils vont faire les comptes. Ils vont faire les comptes pour savoir si finalement, c'est pas plus rentable. C'est pas plus rentable de finalement laisser ces employés travailler chez eux, les faire venir peut-être 1 ou 2 fois par semaine pour des réunions, des trucs comme ça, mais ça va considérablement alléger les frais réels, location, maintenance, entretien, surtout si les entreprises sont propriétaires de leur propre terrain, de leurs propres immeubles. En règle générale, ils vont se démerder pour revendre. C'est ce qui est en train de se passer à New York, par exemple, où à New York, vous avez des consortiums de propriétaires immobiliers, de promoteurs immobiliers, etc., qui sont en train de pleurer parce que y a de la surface de bureaux qui sont en train de redevenir disponibles. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ne renouvellent pas les bails ou qui attendent la fin des bails pour se barrer. Parce que ça y est, ils ont fait les comptes, ça y est, ils se sont dit, ok, c'est bon, nous, on préfère investir pour payer des ordinateurs, des lignes sécurisées à nos employés, mais ça nous coûtera beaucoup moins cher en frais réels sur l'année au niveau budgétaire. Donc là, évidemment, alors je ne vais pas revenir sur le risque à terme que les entreprises peut-être vont se dire, ouais, mais si on peut faire travailler des gens à distance, pourquoi s'emmerder à payer des gens 2000, 2500 $ par mois aux États-Unis, quand pour un même boulot, on peut payer 500 $ à un Indien, si vous voulez. Bon, en effet, ça peut arriver. On peut arriver à terme à ce genre de... Sauf que logistiquement, si vous voulez, c'est pas très efficace parce que déjà, on le voit bien, si vous avez eu affaire à certaines hotlines, déjà les gens parlent pas très bien la langue, et puis en plus avec la distance, c'est compliqué, et puis en plus de ça avec la culture aussi, parce que vous allez avoir des gens que vous allez peut-être pouvoir payer 400 $ par mois au lieu de 2500 $, mais si le boulot est fait, si le boulot est torché et mal fait, ça vous fait perdre encore plus d'argent, c'est déjà le cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont fait un bilan justement des délocalisations et qui se sont rendus compte que dans certains pays, ils n'arrivaient pas, au contraire, ils perdaient énormément d'argent parce qu'ils perdaient en qualité, ils perdaient en prestations. Puis aussi, quand c'est des produits manufacturiers, on paye le transport aussi, donc il y a un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent justement à réfléchir peut-être à changer leur façon de voir les choses, peut-être repromouvoir les relocalisations. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va falloir suivre parce que je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver. Donc oui, je disais parler du télétravail. Donc forcément, il y a un moment donné où là où il y avait ces phénomènes où beaucoup de gens venaient dans les villes parce que c'était dans les villes, dans les grandes villes qu'il y avait de l'emploi, mais aujourd'hui c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le contraire, c'est que il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les villes, donc il y a un dumping social, donc il y a moins en moins d'opportunités. Contrairement à des petites villes ou des villes moyennes, ou parfois même dans les campagnes, où il y a des besoins qui permettent d'avoir des salaires, alors peut-être moins que les grandes villes, mais à la limite,
il y a des gens aujourd'hui qui ont fait le calcul, c'est-à-dire qu'avec les frais, les loyers, les fonciers, les taxes, etc., ils s'y retrouvent, mais alors de façon, et puis en plus avec une qualité de vie. Vous êtes loin de la pollution, vous êtes loin des industries, etc. Donc il y a une qualité de vie, et ça, aux États-Unis, c'est pareil. C'est ce qui commence à faire peur à certains professionnels immobiliers des grandes villes, c'est de se rendre compte que des Américains commencent à concevoir l'idée que finalement, c'est peut-être pas plus mal d'aller vivre dans des petites villes, dans des petits bourgs, loin des industries, loin des grandes villes, loin des grandes pollutions, etc. Ce qui est en train de se passer en Californie. C'est-à-dire que toutes les classes moyennes, classes ouvrières qui n'ont pas des niveaux de salaire très élevés, aujourd'hui sont en train de se barrer. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir au Nevada, par exemple, parce qu'au Nevada, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Au Nevada. Aux États-Unis, vous avez quelques États comme ça qui sont très peu peuplés et qui se suffisent à leur budget par des taxes genre TVA, des taxes spécifiques, directes ou indirectes, mais qui n'ont pas besoin de pratiquer l'impôt sur le revenu parce que ces taxes suffisent à établir leur budget. C'est un rêve presque, limite. Donc du coup, aujourd'hui, ce sont des États qui attirent, évidemment, certaines couches sociales de la société américaine. Donc voilà, pour revenir donc à ces écologistes, je pense qu'il y a une grosse incompétence, il y a une grosse lacune sur le plan économique et social, et je pense que ces villes qui sont aujourd'hui entre les mains des écologistes vont payer un prix très très fort. Le seul problème, c'est comme on dit souvent, c'est que c'est aussi le problème des élections municipales, c'est qu'ils ont été élus dans des circonstances un peu particulières. C'est-à-dire que ces gens-là, s'il n'y avait pas eu le Covid, en effet, s'il n'y avait pas eu des circonstances telles que celles que le Covid ont instaurées et implantées malheureusement en France, certainement peut-être que ces écologistes n'auraient jamais été élus. En fait, ils ont été élus grâce à quoi? Grâce au vote de ces bobos, de ces bobos de centre-ville, de cette petite bourgeoisie de gauche qui ne vote pas qui ne vote plus socialiste parce qu'ils ont été trop déçus, mais qui préfèrent voter aujourd'hui écologie parce que c'est super tendance l'écologie en ce moment, sauf que ce ne sont pas des écologistes, comme je le dis tout à l'heure, c'est des écologistes de salon. C'est des gens qui ont des arguments qui ne tiennent pas debout, qui s'appuient sur des théories, qui s'appuient sur des études, mais des études qui sont partiales, et qui volontairement oublient un certain nombre de paramètres, et qui finalement jonglent avec aussi des idéologies humanistes, etc., mais qui ne veulent pas accepter les conséquences, qui ne veulent pas accepter leur responsabilité parfois de ce qui se passe. Alors attention, je ne dis pas que tous les maires écologistes sont incompétents. Il y en a certains qui font du très bon boulot. Je pense qu'il y a certains élus écologistes ou assimilés écologistes, ou même des fois des maires qui ne sont pas du tout écologistes, mais qui font aussi de l'écologie, qui le font intelligemment et qui le font avec intérêt aussi, mais qui le font aussi dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de la collectivité, avec des vrais professionnels, avec des gens qui savent à un moment se servir de leur cerveau. Sauf que ça, c'est ce qu'on voit dans des petites villes. C'est vrai que même ici, aux États-Unis, dans des petites villes, on voit qu'il y a vraiment des volontés, des programmes écologiques, des programmes environnementaux qui sont parfois beaucoup plus efficaces et beaucoup plus d'intérêt que ce qui est parfois développé dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on sent bien qu'il y a quand même des intérêts de fric, des intérêts d'influence, des intérêts de copinage aussi, mais de toute façon, tôt ou tard, on le paye. On le paye. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même dramatique aujourd'hui d'en arriver à ce point. Alors, là aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai abordé le Covid avec les propos de Laurent Alexandre, je vous ai parlé des manifestations des Gilets jaunes, je viens de vous parler de ces maires écologistes. Je pourrais prendre d'autres exemples encore qui aujourd'hui nous démontrent qu'en effet on va vraiment pas dans le bon sens. Je dirais même qu'on va vraiment dans un déclin grave parce que de toute façon il va y avoir à un moment donné des dommages collatéraux et ces dommages collatéraux, il y a un moment donné où il y a des gens qui vont se dire non stop, on arrête, là il faut reprendre le taureau par les cornes et c'est risqué. C'est risqué parce qu'il y a un moment donné où si il n'y a pas de prise de conscience de la part des politiciens qui ne veulent pas non plus peut-être faire de prise de conscience parce que eux servent leur soupe, servent leur sauce en allant chercher du vote
communautaire, en allant chercher de l'électorat communautarisé. On le voit bien de toute façon aujourd'hui, hein, le conflit racialisé s'accentue de plus en plus, et c'est ce qui sert la soupe à monter les gens les uns contre les autres. Sauf qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui vont dire non, stop. Surtout en France, la France qui est quand même une république et qui par principe considère que le peuple est unique et indivisible, bah là on est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que là, l'essence même de la République, du principe de la République, est complètement dévoyé, complètement corrompu. On se rend bien compte que tout est fait dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on veut véritablement diviser les gens, et les diviser sur des points de vue raciaux, sur des points de vue religieux, sur des points de vue ethniques, voire même sociaux, parce que de toute façon, on le voit bien aujourd'hui, le discours de certains nombres de gens, qui finalement ont un regard très hautain, très dédaigneux finalement sur le petit peuple. Le petit peuple est ignorant, le petit peuple est idiot. Alors qu'au contraire, il y a beaucoup de gens dans le petit peuple qui justement profitent parfois de leur curiosité, de leur cerveau pour s'instruire, pour s'informer, et grâce surtout aussi à Internet. Et c'est souvent dans le petit peuple qu'on trouve les gens les plus érudits, les plus sages, les plus informés, les plus cohérents que ceux qui se prétendent être des élites avec des barres de diplômes, des bac plus 15 qui de toute façon nous sortent que de la théorie mais sont incapables de voir la pratique, de voir la réalité sociale et économique du pays, mais qui sont là aussi pour vendre du produit. Ce sont des VRP de toute façon, des VRP idéologiques, comme exactement aux États-Unis. De toute façon aujourd'hui, je reviendrai certainement sur les BLM, mais de toute façon, on va avoir un problème, parce que si Donald Trump est réélu, moi, je vous le dis sincèrement, je suis bien content d'habiter où je suis, parce que je serai certainement peinard, et que tous les gens qui habitent dans les grandes villes, à mon avis, ceux-là, ils ne s'attendent pas du tout à voir ce qui risque d'arriver. Donc voilà pour cette vidéo, donc un petit melting pot, un petit peu de différentes choses, et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.